Alors, pendant qu'Anne Jadot et Mathilde Goannec cèdent la place à nos quatre autres invités arrivent, Fabien Escalona donc de Mediapart, toujours avec nous. Sur ce plateau également, Nona Mayer, bonsoir et bienvenue. Vous êtes directrice de recherche émérite au CNRS, grande spécialiste de l'extrême droite sur laquelle vous travaillez depuis très longtemps et il y aura sans doute beaucoup à en dire ce soir. Anne-Cécile Douillet, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Vous êtes professeure de sciences politiques à l'Université de Lille. Vous avez coordonné un livre collectif qui s'appelle L'entreprise Macron au cœur du pouvoir aux presses universitaires de Grenoble. Et Florent Gougou, bonsoir et bienvenue. Vous êtes maître de conférence à Sciences Po Grenoble, spécialiste des rapports de force électoraux. C'est bien ça ou je me suis trompée? C'est très bien. C'est bien. Très bien, pardon, parce qu'on ne se connaît pas. Donc je vous rencontre. Bonsoir et bienvenue. Et donc Fabien, je l'ai dit, est-ce qu'on a des premières estimations? On a tout pour à fait, l'instant, je crois. Pas tout de suite. Très bien. Pour nous, il est 20h. Vous nous aviez dit, Nona Mayer, la semaine dernière, que vous n'aviez jamais vu une présidentielle aussi incertaine. Absolument, et je persiste à le dire, parce que les derniers sondages, si on fait la moyenne des sondages, on est à 2 points d'écart. Et en fait, en 2002, on a eu des situations assez similaires, mais il y avait très très peu de personnes qui pensaient que l'extrême droite pouvait l'emporter, tandis que là, il y a un autre état d'esprit, partout, le sentiment partagé que pour la première fois peut-être, ce n'est pas impossible que Marine Le Pen arrive, dépasse Macron. Vous disiez, quand on s'est parlé, on va voir les résultats, enfin en tout cas les estimations dans quelques secondes. J'attends le signal en régie. Voilà, on va pouvoir le voir. Voilà, on est apparemment sur un deuxième tour entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Nous ne vous donnons pas d'estimation plus précise parce que c'est assez serré selon les différents instituts de sondage. Vous savez, ici à Mediapart, on ne travaille pas directement avec les sondages. Donc là, on se base sur ce qu'on voit sur les différents médias qui, eux, travaillent directement avec les instituts de sondage. Donc nous sommes extrêmement prudents, mais en tout cas, c'est ce duo-là du deuxième tour. Que tous donnent. Avec effectivement des chiffres assez différents. Certains placent, comme vous venez de le dire, Marine Le Pen en premier, d'autres Emmanuel Macron. Il y a des points qui sont différents, on précisera tout ça au fil de la soirée. À nouveau, un second tour, Marine Le Pen, Emmanuel Macron. Quelle est votre première réaction, Nona Mayer ? Que c'était attendu et que ça montre quelque chose d'un certain décalage entre l'offre politique et les attentes des Français, parce qu'on se retrouve de nouveau dans une situation où les partis de la gauche classique et les partis de la droite classique sont balayés. Ils ont maintenant, à eux deux, les socialistes et les républicains, on était dans les intentions de vote aux alentours de 11%. Et donc, on se retrouve avec le même clivage que celui de 2017, ouverture, fermeture, et c'est pas très bon pour la démocratie. Anne-Cécile Douillet. Bah oui, effectivement, résultat attendu. Vainqueur du premier tour, Emmanuel Le Pen nous dit. Pardon, je vous interromps. C'est joli. C'est joli. Bon résumé, peut-être. Très joli. Pardon. Oui, et donc pour rebondir sur ce que disait Nona Mayer, alors effectivement, gauche et droite classique ne sont pas font des scores très faibles, mais on peut dire aussi que plus globalement, la gauche finalement apparaît absente de ce deuxième tour, étant donné, on va sans doute y revenir, l'évolution d'Emmanuel Macron clairement vers la droite, c'est-à-dire que c'est aussi ce que traduit ce deuxième tour, c'est que on a quand même une opposition droite-extrême droite. Quoi. Ouais. Comment on peut analyser le fait que finalement ce second tour Macron-Le Pen nous avait été prédit, annoncé, voulu par l'ensemble de la Macronie et on arrive à ce résultat en fait? C'est un peu la fatalité de la situation. Il n'y a plus de gauche et il n'y a pas beaucoup de droite. On a un système qui n'a jamais été aussi fragmenté. C'était déjà apparent en 2017, ça a continué. Donc, il n'y a plus de gauche. Il y a encore des forces de gauche. Elle est totalement fragmentée. Trop fragmentée sans doute. Alors pareil, sur la gauche, on se dirige vers le troisième homme qui serait donc Jean-Luc Mélenchon autour de 18-19%. On attend encore les résultats consolidés. Il y a quand même une gauche qui est là, mais qui ne réussit pas à fédérer Oui, suffisamment.
elle existe. Et puis bon, il y a beaucoup de gens, d'éminents collègues de nos invités qui racontent aussi sur la base d'éléments empiriques qu'il existe des attentes de gauche dans ce pays. Elles ne sont pas totalement nulles ou inexistantes. Donc c'est une portion significative de l'électorat. Et on verra d'ailleurs le total des suffrages que vont faire les candidats additionnés les uns aux autres. Il y a 5 ans, c'était 27-28%. Donc on ne parle pas de rien. Voilà. Donc sauf qu'effectivement, il y a à la fois une offre éclatée, une difficulté à mobiliser ceux qui votent pour la gauche. Alors on peut le dire en parlant de catégories sociologiques, c'est-à-dire, j'imagine que vous en avez parlé tout à l'heure, sur les jeunes, les milieux populaires. Et puis j'ai vu passer pas mal d'enquêtes, notamment dans celui qui avait le plus gros échantillon, le Ipsos, le long de la campagne, qui montrait que c'était l'électorat qui se reconnaît dans la gauche qui était le plus démobilisé. Donc, et ça, en fait, on le voit depuis 5 ans. Ça s'est aussi aperçu à d'autres moments électoraux. Donc, il y a pas, effectivement, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'énorme surprise. On peut peut-être se projeter déjà sur ce second tour, sur ce que ça ouvre comme perspective. On a le temps de développer l'analyse, mais Florent Gougou, vous êtes spécialiste à la fois de l'électorat ouvrier, vous êtes spécialiste aussi du Rassemblement national. Anne Jadot nous l'a dit tout à l'heure, 2017, au deuxième tour, avec la même offre politique, on a beaucoup de gens qui ne vont pas voter, beaucoup de gens qui votent blanc. Là, on se dirige... Est-ce qu'on se dirige vers la même chose, vu que l'offre politique n'a pas changé et qu'est-ce que... Voilà, Nona Mayer disait tout à l'heure, il y a la possibilité que Marine Le Pen soit élue dans ce cadre-là. Ouais, si on met en perspective le recul de la participation électorale qu'on observe à tous les types de scrutins, ça ne serait pas surprenant qu'il y ait moins de participation au second tour par rapport à ce qui a eu lieu au second tour de 2017. Par ailleurs, on observe aussi une progression graduelle avec des différents paliers du Rassemblement national. De ce point de vue-là, ce ne serait pas non plus surprenant en fait, qu'elle fasse plus qu'en 2017. La question principale, c'est est-ce qu'elle est capable de changer un rapport de force qui était de l'ordre de 65-35. En fait, ce genre de mouvements électoraux, ce serait quasiment inédit en fait d'avoir dans des circonstances comme ça, avec un second tour dont les niveaux électoraux sont pas radicalement différents de ce qu'ils ont été en 2017, changer radicalement la manière dont s'est structuré le second tour, ça serait probablement quelque chose de complètement inédit au minimum en France, et j'ai pas spécialement d'exemples qui me viennent comme ça spontanément quand on regarde d'autres pays. Donc c'est un peu la redite de 2017. Non, le problème c'est l'abstention. C'est-à-dire, moi je pense qu'il y a tout un tas d'obstacles très clairs à une victoire de Marine Le Pen, tant au niveau de la crédibilité que du sentiment encore partagé par la moitié de la population qu'elle est un danger pour la démocratie. Ce qui risque, c'est le problème du hasard en politique. Il ne faut jamais oublier le hasard. N'oubliez pas qu'en 2002, c'était à 199 000 voix près que Jospin s'est fait devancer par Jean-Marie Le Pen. Et il y a quoi ? Il doit y avoir 66 000 bureaux de vote, vous voyez, quelques dizaines de voix. Donc c'est le hasard qui me fait peur. Moi je pense que profondément, non, c'est très improbable. Mais si la gauche s'abstient massivement, si l'électorat de Marine Le Pen se mobilise, ça fait beaucoup de si. Mais c'est de là-dessus que ça va jouer. C'est pour ça qu'il ne faut pas l'exclure totalement. Est-ce que, tant que vous parlez, Nona Mayer, est-ce que la réserve de voix d'Éric Zemmour qu'il va falloir étudier, on va vous montrer nos estimations dans quelques temps assez précisément, qui sont apparemment, on n'a quand même pas un score énorme pour Éric Zemmour ce soir. Est-ce que ça constitue, c'est la nouveauté de cette campagne présidentielle, le fait qu'on ait 2 candidats d'extrême droite. Et en plus, il y a aussi Nicolas Dupont-Aignan, si on rajoute. Est-ce que ça change la donne ? Est-ce que ça fait une réservoir de voix pour Marine Le Pen ? C'est pas simplement Zemmour, c'est-à-dire on a beaucoup dit avant le premier tour que pour la première fois, si on totalisait l'ensemble des voix obtenues par les 3 candidats d'extrême droite, si je rajoute Dupont-Aignan, vous aviez 34%. Ouais. Mais on n'a pas le droit de faire la somme arithmétique, ça marche pas comme ça. Parce qu'il y a des électeurs de Zemmour qui jamais ne voteraient pour Marine Le Pen, parce que c'est la fille de Le Pen, et parce qu'un électorat plus bourgeois, plus aisé, plus conservateur ne votera jamais pour quelqu'un qui est trop social et trop moderne sur le plan des valeurs. Donc il y a quelques réserves du côté de la droite dure, du côté des Républicains, mais ça ne fait pas d'énormes réserves de voix. Et en plus, Marine Le Pen a un handicap, que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est que les catégories où elle est la plus forte sont celles qui sont les plus susceptibles de s'abstenir.
Donc c'est pour ça que je minimisais les chances qu'elle passe. J'étais plutôt en train Alors là, on peut vous donner des estimations. Donc les trois instituts IFOP, Ipsos et Lab placent Emmanuel Macron devant autour de 28%. Environ, puis Marine Le Pen autour de 24% et Jean-Luc Mélenchon autour de 20%. Voilà à peu près les chiffres à quelques dixièmes près, quoi. Donc ça donne une avance de 4 points d'Emmanuel Macron sur Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon donc, qui passe de 4e à 3e homme. Oui, et on nous dit qu'a priori Emmanuel Macron va prendre la parole vers 21h et avant Marine Le Pen vers 20h30. Et dans un instant, on pourra voir Anne Hidalgo qui, nous dit-on, appelle à voter, je cite, contre l'extrême droite de Marine Le Pen en utilisant le bulletin Emmanuel Macron. Donc c'est déjà parti les appels à voter. Vous sauriez? Oui, parce que Anne Hidalgo qui est autour de 2%. La question, ça va être de savoir à quelle heure chacun va le faire ce soir. C'est pas tant de savoir s'ils vont le faire ou pas. Plusieurs avaient pris position en disant, je dirais pour qui je vote, mais sans appeler. Enfin voilà, ce qu'a dit Valérie Pécresse. Et Jean-Luc Mélenchon a dit qu'il n'appellerait pas, qu'il ne donnerait pas de consigne de vote. Qui ferait peut-être une consultation interne. C'est leur tardive, celle-ci. Ouais. Ça, vous trouvez que c'est pas responsable? Non, pas du tout. Non, c'est simplement qu'on a. Enfin, ce sont des mécanismes qu'on connaît en fait dans les soirées électorales ou au début. Mais à juste titre, en fait, les responsables politiques n'ont pas spécialement envie de se projeter dans la figure des perdants et de dire avant le premier tour qu'est-ce qui va se passer si jamais vous n'êtes pas là. Mais personne n'a demandé à Emmanuel Macron pour qui aller voter si jamais il n'était pas au second tour. Non, mais c'est vrai en fait. Ça dit aussi de la manière dont on traite les candidats pendant les campagnes électorales et qu'il y en a qui sont considérés comme étant crédibles pour gouverner, pour aller se qualifier pour le second tour, et d'autres qui ne le sont pas et ils n'ont pas les mêmes questions qui leur sont adressées par les médias. Mais en tout cas, on l'avait déjà vécu en 2002, on l'a vécu en 2017. Ça fait la 3e fois que la droite radicale va au second tour de l'élection présidentielle. Et une des premières choses sur lesquelles on va attendre les responsables politiques ce soir, c'est de savoir comment ils vont se positionner par rapport à la possible victoire de Marine Le Pen, puisque de toute façon maintenant on sait que le prochain ou la prochaine présidente de la République, il n'y en a plus que 2 qui sont possibles, et il faut savoir si ils acceptent qu'elle ait qu'il y ait une voie pour elle pour gagner, ou s'ils la refusent, cette chose-là. Et ça va être la seule question à laquelle ils vont devoir répondre maintenant. Au-delà de savoir commenter leur propre score, au-delà de savoir ce qu'ils vont faire pour d'autres élections plus tard, la première chose, c'est que va-t-il se passer dans 2 semaines? Oui. Anne-Cécile Douillet, le score d'Emmanuel Macron ce soir, Valentine a donné les estimations et encore une fois on va les regarder plus précisément tout à l'heure. Hélène Salvi nous disait tout à l'heure, elle était à la place de Nona Mayer, campagne ratée, campagne tardive, la guerre évidemment, mais aussi un sentiment d'un président un peu hors sol quelque part. Est-ce que ce score-là, qui reste a priori un score où il est a priori en avance sur Marine Le Pen. Et supérieur à celui de 2017 de 4 points, avec une participation un peu moindre. Donc il faudra compter en nombre de voix si on est autour du même nombre. Donc qu'en dire ce soir de ce résultat? Alors oui, alors déjà c'est vrai que ça pose la question de l'effet des campagnes. C'est-à-dire que votre collègue le disait, une campagne tardive, une campagne ratée de son point de vue. En tout cas, on peut dire une campagne de fait légère, avec un seul grand meeting, très peu de déplacements sur le terrain, principalement une grande conférence de presse pour annoncer son programme, là aussi un peu catalogue de mesures. Donc voilà, on pourrait en tirer la conclusion que voilà, c'est pas la campagne, enfin c'est une question classique en sciences politiques, mais ce n'est pas la campagne qui fait l'élection. En tout cas, le fait de ne pas avoir beaucoup mené campagne ne semble pas avoir eu d'effet sur son score et sur sa position à la tête, pour l'instant, des résultats. Ça a même carrément suffi. Voilà. Ouais. Et alors, il y a toujours, parmi les autres éléments qu'on pourrait commenter, il y a ce fameux effet drapeau qui semblait s'affaiblir au regard des dernières. Du président dans la guerre. Voilà, c'est ça, de rassemblement autour de sa posture qu'il mettait beaucoup en scène, de chef d'État dans la guerre. Ça semblait s'affaiblir au fil du temps. Je ne pense pas en fait que c'est ça qui ait été déterminant, mais en tout cas reste l'interrogation sur le possible effet. Et puis l'autre élément, d'autres
en tout cas, l'autre question qu'il va falloir creuser, c'est effectivement qui a voté Emmanuel Macron cette fois. Alors là aussi, les enquêtes préélectorales annonçaient que, de mémoire, plus des 2/3 des personnes qui avaient voté Emmanuel Macron en 2017 se disaient prêtes à revoter Emmanuel Macron cette fois. Et il y avait également aussi quand même une partie non négligeable de l'électorat de François Fillon, de mémoire plus de 30% aussi, qui annonçait vouloir voter pour Emmanuel Macron. Et c'était beaucoup plus faible de l'électorat de Benoît Hamon, mais quand même plus de 15% de personnes qui avaient voté pour Benoît Hamon qui disaient vouloir voter pour Emmanuel Macron. Donc semble, parce qu'évidemment c'est difficile de le dire à chaud, mais semble s'être stabilisé quand même une base électorale autour d'Emmanuel Macron et qui a continué à agréger encore de nouveaux électeurs. Alors on va être en mesure, Fabien, juste de vous donner nos estimations, ce qu'on vous montrera tout à l'heure sur un tableau, mais d'ores et déjà, Emmanuel Macron environ 28%, Marine Le Pen environ 24%, donc les deux qualifiés pour le second tour de cette présidentielle, Jean-Luc Mélenchon environ 20%, nous aurions, alors après, on descend très bas, on descend très bas en fait dans les scores, Éric Zemmour environ 7%, Valérie Pécresse environ 5%, Yannick Jadot, ça c'est vraiment la candidate, les Républicains seraient autour de 5%, mais voilà, on voit nos estimations des résultats de ce premier tour, et puis derrière, Yannick Jadot environ 4,5%, Jean Lassalle environ 3%, Fabien Roussel pour le Parti communiste 2,7%, Nicolas Dupont-Aignan 2,1%, Anne Hidalgo, candidate du Parti socialiste, le parti de François Hollande, 1,9%. 3 fois moins que Benoît Hamon il y a 5 ans. 3 fois moins que Benoît Hamon il y a 5 ans. Et avec moins de participation. Voilà, et puis derrière, moins d'1% pour Philippe Poutou et Nathalie Arthaud. Peut-être un mot, là, c'est quoi qui vous frappe particulièrement, Florent, dans ces résultats? Il y a beaucoup de choses frappantes. Oui, en fait, il y a 5 ans, à l'issue du premier tour, il y avait la moitié de l'Ancien Monde qui avait disparu de la carte, avec le PS qui s'était effondré, et LR qui, avec les 20% de François Fillon, paraissait encore une alternative crédible pour gouverner. Emmanuel Macron s'est occupé de LR depuis 5 ans. Et donc, dès les législatives, il y a eu des mouvements très forts en fait, de l'électorat de l'ancienne droite LR qui s'était déplacé vers les candidats macronistes lors des élections législatives. L'effondrement de LR, il est eu en 2019 aux élections européennes avec moins de 10%. Et de fait, ce soir, en fait, ce qu'on observe, c'est que les deux partis ont été rayés de la carte pour pouvoir être des alternatives crédibles pour gouverner. Or, en fait, c'était leur principale fonction dans le système partisan français tel qu'il s'est développé dans un premier temps, au début de la Ve République, et puis au tournant des années fin 60, début 70, avec la naissance du PS comme étant une écurie pour gagner la présidentielle. Et en fait, ces deux partis-là ne sont plus. Et au fond, ce qu'on observe, c'est qu'aujourd'hui, si vous êtes un responsable politique qui a envie de gouverner, d'être serein pour gagner des élections et avoir envie de gagner, avoir des chances de gagner, vous dites qu'il faut être à La République En Marche, parce qu'ailleurs, vous ne savez pas où il faut être. En fait, on élimine dès le premier tour, là, c'est ça? Oui, il y a ça, mais en fait, ce qui est fascinant pour prolonger la réflexion de Florent, c'est qu'on voit bien comment le jeu s'est recomposé depuis 2017, et de ce point de vue-là, c'est une élection de confirmation, autour de 3 candidats qui représentent en fait 3 forces et 3 identités politiques cohérentes. Une des faiblesses des partis LR et PS, c'était qu'ils faisaient coexister des gens très différents. Et Florent l'a dit, du moment où ces gens-là sont évacués du pouvoir, à ce moment-là, ce qui tenait encore ensemble les gens se désagrège. Et à l'inverse, on voit que ça se porte sur des identités politiques, encore une fois, qui ont beaucoup de cohérence entre la gauche de Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen, Emmanuel Macron, et qui, eux, ont une faculté de polarisation sur leur nom des électeurs qui disent « j'aimerais être présent au second tour ». Mais si je peux me permettre, peut-être, Anne-Cécile Louet, moi, ce qui m'intéresse, c'est Emmanuel Macron, parce que c'est peut-être le moins cohérent des 3. Moi, je me suis amusé à faire un article sur amusé, c'est peut-être un grand mot, mais sur la grande corrélation qu'incarne Macron, en attirant à lui des sensibilités politiques qui autrefois étaient justement très rivales. Comment vous expliquez cette capacité justement à tenir tout ça ensemble? Parce que dans le l'ouvrage que vous avez dirigé, vous décrivez beaucoup, vous décrivez beaucoup la dimension néolibérale assez claire de la plupart de ces politiques publiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le quoi qu'il en coûte qui a rattrapé ça et permis de conserver aussi un électorat assez plus modéré, quoi, et pas forcément en demande de politique pro-marché à outrance.
Alors, parce que ces politiques pro-marché, en tout cas de libéralisation, de politique de l'offre, c'était déjà une politique malgré tout menée sous le mandat de François Hollande. Donc c'est ça qui est compliqué en disant que voilà, ce serait un nouvel électorat ou une nouvelle force politique qui serait difficilement explicable parce que elle prendrait de manière indue, d'une certaine façon, des électeurs qui ne s'y retrouveraient pas. Je fais l'hypothèse qu'une partie des électeurs de François Hollande en 2012 se retrouvent dans Emmanuel Macron, y compris dans ses politiques économiques. Il me semble qu'il y a cette continuité-là. Donc ça ne me semble pas si mystérieux, en fait, une si grande énigme. C'est-à-dire que Emmanuel Macron agrège autour de lui, effectivement, une partie des électeurs, des anciens électeurs du PS, mais qui se retrouvent dans ce type de politique pro-entreprise, et a ramené sans doute cette fois aussi vers lui une partie des électeurs LR qui ont été d'une certaine façon rassurés peut-être par ces politiques. Peut-être qu'on peut rapidement écouter Anne Hidalgo. Je disais, donc elle a appelé à voter Emmanuel Macron. On écoute la maire de Paris, candidate du Parti socialiste. Et pour que la France ne bascule pas dans la haine de tous contre tous, je vous appelle avec gravité à voter le 24 avril prochain contre l'extrême droite de Marine Le Pen en vous servant du bulletin de vote Emmanuel Macron. Voilà, donc la candidate socialiste qui est autour de 2%, peut-être même pas 2%, 1,9%. Ça vous inspire quoi, ce genre de déclaration, et quel poids on doit quelle importance on doit y accorder compte tenu de son faible score ? Je crois que Florent l'a dit tout à l'heure, du point de vue d'Anne Hidalgo, c'était assez attendu. Je crois qu'il n'y a jamais eu trop de mystères. Benoît Hamon l'avait fait il y a 5 ans. Puis il y a le fait que, après tout, Emmanuel Macron a aussi été porté par une aile droite du parti qu'elle représente aujourd'hui. Donc de ce point de vue-là, oui, il n'y a pas de surprise. Après, les gens font bien ce qu'ils veulent, comme d'habitude. Alors on peut quand même rappeler quelques chiffres sur l'effondrement du PS quand même. 2017, Hamon 6,36, on est aujourd'hui à moins de 2%. 2007, je mets une petite fiche, Ségolène Royal 25,87%, 9,5 millions de voix au premier tour. Jospin 2002, même avec l'élimination du deuxième tour, 16,18%, c'est pas du tout les mêmes scores. Et puis avant, évidemment, 17% en 95, 88, Mitterrand 34,10%. Bon là vraiment c'est un monde qui a basculé. Ouais, mais en fait, il y a un aspect un peu humiliant parce que effectivement, là, dans l'ordre, si l'ordre que vous avez donné se confirme, c'est-à-dire qu'elle se retrouve quand même derrière Fabien Roussel, derrière des candidats qui étaient considérés comme marginaux, comme Jean Lassalle. Donc voilà, c'est très sévère. Maintenant, ça ne vient que confirmer ce qui a déjà eu lieu. Il y a 5 ans, cet effondrement, il était déjà écrit, c'était confirmé aux européennes. Et donc voilà, dès qu'il y a une élection nationale, qui plus est avec décisive pour le pouvoir de mener les conduites du pays, clairement, pour les gens, l'option socialiste, pour l'écrasante majorité des gens, n'existe plus. Alors, une autre réaction, peut-être pas non plus forcément surprenante, vous nous direz ce que vous en pensez, celle donc du député des Républicains, Éric Ciotti, qui était lui-même candidat à la primaire des Républicains, et qui avait donc perdu contre Valérie Pécresse. On écoute la réaction d'Éric Ciotti. Il y a aujourd'hui 3/4 des Français, si on ajoute ceux qui n'ont pas exprimé de vote, les abstentionnistes, que l'on peut qualifier de Français qui ont émis un vote de protestation, de contestation contre le système en place, contre la politique d'Emmanuel Macron. Ces Français, moi, je ne les qualifie pas d'extrêmes, je les respecte. Mais au-delà de ça, quelle est votre consigne de vote, monsieur Ciotti ? Je les respecte profondément. Je ne donnerai aucune consigne de vote. À quel titre donner une consigne de vote ? Les Français sont libres. Ce que je peux vous dire ce soir, c'est que personnellement, je ne voterai pas Emmanuel Macron parce que... Alors, pourquoi on ne le saura pas. En tout cas, à titre personnel, il ne votera pas Emmanuel Macron, pas de consigne de vote. Florent Goubou. Oui, bon, là, la position de l'UMP est devenue les Républicains. Elle a, au cours des 15 dernières années, elle a évolué par rapport à cette question-là. Autant il était clair qu'au détour des années 2000, avec Jacques Chirac et la manière dont il avait construit ce barrage à l'extrême droite, que là, il y avait... Lui-même avait été dans un premier temps
avait des relations avec le Front National, ou en tout cas ses camarades, et avait posé la question de savoir jusqu'à quel point il devait s'allier ou pas, et ça remonte à la fin des années 80. Et puis après, ça s'était clarifié, cette chose-là, et il y a des digues qui ont sauté dans la foulée de l'élection de Nicolas Sarkozy en 2007, de la droitisation de ce grand parti, qui était à ce moment-là ce grand parti de gouvernement, l'UMP, et de fait, là, le Nini, pour autant, c'est un peu cette chose-là, en fait, c'est qu'il a dit qu'il voterait pas Macron, il n'a pas dit qu'il voterait pour Le Pen. Et donc on est un peu dans cette chose-là. En fait, laissons les gens choisir. Moi, je vous dis ça, mais je veux pas m'engager pour les autres personnes. Nona Mayer ? Non, mais le nini, c'est-à-dire, ça veut dire abstention ou vote blanc. Je veux dire, en quelque sorte, et ça remonte à Nicolas Sarkozy, enfin, c'est les années 2011. Donc c'est une position pas très courageuse, mais que l'on comprend vu la position radicale de Éric Ciotti. Mais on pourrait peut-être revenir sur Marine Le Pen, parce que finalement on va parler de tous les losers. Mais ce qui est intéressant quand même, c'est que c'est une de celles qui est la plus proche de ce qu'annonçaient les sondages, 24, si on faisait la moyenne. Et c'est une vraie dynamique par rapport à 2017, c'est-à-dire elle continue, elle était à 21, donc elle est à 24. Et elle a fait une bonne campagne. Elle a fait une campagne de proximité, à bas bruit, à bas coût aussi, parce que de toute façon les finances du parti sont à sec, mais elle a fait des tournées dans les petites villes, les villes moyennes, et elle a très bien et très habilement su utiliser la question sociale qui a priori aurait dû être le thème favori de la gauche. Donc elle a très bien joué, et surtout ce qui est tout à fait amusant, c'est qu'à un moment on disait que c'est elle qui allait se faire bouffer par Éric Zemmour, et c'est elle qui a bouffé Éric Zemmour. Donc il est à 7, elle est à 24. Donc ça promet des règlements de compte intéressants au sein du parti par rapport à tous ceux qui ont quitté Marine Le Pen au moment où ils pensaient que c'était Éric Zemmour, l'étoile montante. Donc sa nièce Marion Maréchal donc a appelé à voter Marine Le Pen sans... Mais ce qu'on va retrouver avec ce second tour entre Macron et Le Pen, c'est les lignes de conflit qu'on a indiquées tout à l'heure, à savoir cette ligne de conflit autour de l'identité nationale, du cadre de l'État-nation par rapport à des cadres supranationaux. Et pour autant, ce cadre-là, il était installé, c'est celui que voulait Macron. Et il l'a dit dès 2017, lors du débat, face à Le Pen, il a dit voilà le nouveau monde. Le nouveau monde, c'est moi contre vous. Et en fait, ça fait 5 ans qu'il installe ce cadre-là pour recréer un nouveau type de dualisme au sein de la vie politique française. Et au fond, c'est exactement ce qui s'est passé ce soir. Mais ce qui était pour Marine Le Pen dangereux, c'est que pour la première fois, elle a été contestée dans son espace politique par un autre candidat. Au fond, il y avait un précédent, c'était Bruno Maigret face à Jean-Marie Le Pen en 2002. Mais à ce moment-là, il avait été complètement écrasé. Et au fond, même si Éric Zemmour n'est pas écrasé ce soir, parce qu'il arriverait encore, on verra, mais entre 5 et 10%, en fait, il est très loin de ce qu'à certains moments donnés, on lui a annoncé. Et de sorte qu'il s'est passé des choses pendant la campagne électorale entre Marine Le Pen et Éric Zemmour, et autant sur les grands enjeux conflictuels autour de l'identité, de l'immigration, les deux étaient sur des positions qui sont relativement proches. Et donc au fond, ils ont parvenu à installer ces enjeux-là au sommet de l'agenda, et ensuite la campagne a décanté sur un autre enjeu, beaucoup plus consensuel celui-ci, mais que Marine Le Pen elle a chevauché dès le début de la campagne, et bien avant en fait, dès l'automne dernier en quelque sorte, alors qu'Éric Zemmour n'avait pas un mot à dire là-dessus, celui du pouvoir d'achat, dont on voit qu'en fait, il a explosé en termes de préoccupation des Français pendant la campagne électorale. Aujourd'hui, il est archi-dominant. Quand on regardait les enquêtes d'opinion, c'était 60% des Français qui indiquaient que le pouvoir d'achat était la première de leurs préoccupations. De ce point de vue-là, en fait, elle a fait une excellente campagne dans le sens où elle a su aller sur les thèmes qui sont les thèmes qui parlaient aux électeurs. Et elle a d'autant pu le faire que Éric Zemmour occupait ce terrain identitaire, immigration, islam, ce qui n'est pas absent de son programme à elle, mais elle a pu se concentrer sur ces thématiques-là qui préoccupent donc les Français, alors même que ces questions-là étaient déjà entretenues avec ce candidat d'extrême droite. Et pour autant, les électeurs ne semblent pas se tromper sur le tir. Enfin, en tout cas, ont toujours une idée du positionnement de Marine Le Pen sur une échelle gauche-droite, quand dans la dernière enquête à laquelle faisait référence Fabien tout à l'heure, quand on demande aux Français la note moyenne qui donne, plutôt le positionnement sur l'échelle gauche-droite de Marine Le Pen entre 0 très à gauche et 10 très à droite, c'est 9,2. Donc c'est-à-dire qu'on les met très à droite. Alors Éric Zemmour, il a 9,6. Il est encore un peu plus très à droite, mais au fond, il n'y a pas de doute sur le fait que Marine Le Pen, dans la tête des électeurs, elle est très à droite.
On le voyait sur le dessin de Thibaut Soulcier, d'ailleurs, qu'on va revoir. La guerre en Ukraine et la relation de Marine Le Pen avec Vladimir Poutine n'a pas pesé. Sa complaisance avec le régime de Poutine n'a pas pesé sur cette élection en sa défaveur. Mais elle a été très habile parce que d'abord elle a tout de suite condamné, elle a tout de suite dit qu'elle était prête à accepter les réfugiés et surtout elle a joué très habilement parce que elle a parlé des conséquences terrifiantes qu'auraient les sanctions économiques, pas le conflit en Ukraine, les sanctions économiques, ce qui permettait indirectement de critiquer Macron tout en chevauchant l'enjeu du pouvoir d'achat. Donc elle a très 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 bien joué. Rappelons sa proximité avec des personnalités du Kremlin, malgré le fait que, Poutine. Elle a été reçue par Vladimir Poutine, elle a dit elle-même qu'elle avait de l'admiration pour le leader, elle a obtenu des prêts à l'époque d'une banque russe, donc elle est philo-Poutine, si je puis dire, mais elle a très bien su le faire oublier de l'électorat. Il y a également un certain nombre d'affaires qui concernent Marine Le Pen, mise en examen pour détournement de fonds publics dans l'affaire des soupçons d'emploi fictif des assistants parlementaires européens. Le RN n'est pas le seul parti, il y en a d'autres. Il n'est pas le seul, oui. Voilà. Elle fait aussi l'objet d'une enquête concernant son patrimoine. Le RN a été condamné pour recel d'abus de biens sociaux en 2020 dans l'affaire des financements de campagne. Tout ça, ça passe à l'as. Tout ça, c'est pas grave pour les électeurs du RN. Elle va vous répondre qu'il y a McKinsey de l'autre côté. Je veux dire. Et puis, les électeurs et les électrices, ce n'est pas toujours là-dessus qu'ils se décident. Vous pouvez leur dire qu'il y a des accusations de corruption. Ils vont vous dire, d'abord, il y en a d'autres qui le font. Et puis, il y a très vite les théories complotistes. On s'acharne sur nous, etc. Et puis, enfin, ils vont considérer que, ceci mis à part, c'est leur candidat ou leur candidate préférée, puisqu'ils lui font confiance et puisqu'ils sont d'accord avec ses idées. Donc il ne faut pas trop jouer là-dessus. Toutes les deux sur la configuration du premier tour, Nona Mayer, Anne-Cécile Douillet. Son dernier discours à Styrin-Wendel ce week-end en Moselle, Marine Le Pen a dit que Macron c'était le néolibéral, le mondialiste, et que elle défendait ceux qui ne possèdent rien en propre et n'ont pour patrimoine que leurs droits sociaux. Elle a dit aussi un peu plus tôt dans la campagne qu'elle était la candidate du peuple contre Macron, le candidat des riches. Ça va être ça, l'opposition de ce second tour de la présidentielle, en tout cas la façon dont elle va se positionner face à Emmanuel Macron. Je ne sais pas, mais en tout cas, elle a les moyens de le faire. Effectivement, enfin, elle a déjà commencé à le faire, et les arguments sont... En fait, c'est la même chose qu'en 2017, quoi. C'est le même, exactement le match rejoué. Oui, il y a une petite nuance quand même. Je veux dire, il faudrait peut-être dégonfler la bulle et expliquer qu'elle ne défend pas les oubliés, les petits. Elle défend les Français, oubliés, les petits. Il ne faut pas oublier que tout le programme de Marine Le Pen, il faut le voir à travers le filtre de la préférence nationale. Et que les plus pauvres, les plus malheureux, les plus défavorisés, ce n'est pas leur ensemble qu'elle défend. C'est la préférence nationale. Elle n'a pas changé là-dessus. Ça reste au cœur de son projet, ça reste au cœur de son programme politique, et c'est ça aussi qui fait encore peur à certains électeurs. Certains votent pour elle à cause de cela. Et d'autres ne voteront jamais pour Marine Le Pen à cause de cela. Si Marine Le Pen gagnait l'élection, elle mettrait en œuvre un programme qui est contraire à la Constitution, contraire à celle de la 5e, au préambule de 46, à la Déclaration des droits de l'homme et à la plupart des conventions européennes, puisqu'elle mettrait en place un système de préférence nationale, réserver les emplois, les logements, les aides sociales aux Français, et qu'elle mettrait en place une politique drastique, peut-être un peu moins pire que celle d'Éric Zemmour, mais pour ce qui concerne l'asile, le droit du sol, le regroupement familial, et puis un de ses premiers... les aides sociales, les aides sociales, c'est la préférence nationale ou la priorité citoyenne. Les femmes musulmanes n'auraient plus le droit de mettre un voile dans l'espace public. Enfin, il y a elle inscrirait dans la Constitution, elle ferait un référendum sur l'immigration, là il y en a plusieurs candidats sont là-dessus, mais pour mettre en place des mesures qui sont contraires à toutes les valeurs de la République. Là-dessus, juste l'autre idée quand même qui est importante, qu'on a pas mal rappelé ces derniers jours sur Mediapart, c'est important de le rappeler, on n'est pas les seuls. Dans son programme, il y a l'idée de créer, je cite, un bouclier constitutionnel qui établirait que la France ne serait plus soumise au droit international, et notamment européen, s'il entre en contradiction avec une constitution qui aurait été éventuellement remaniée d'une façon ou d'une autre. C'est là, vous dites, on sort du droit, du droit international, du droit européen. Oui. Et j'oublie de dire, la première chose serait d'abolir la loi Pleven et la loi Guessot, c'est-à-dire tout ce qui nous protège du racisme. Donc il faut bien réfléchir avant de mettre un bulletin dans l'urne.
Je vous propose qu'on écoute les premiers mots de Valérie Pécresse. De mener une vraie politique de droite autour des valeurs d'autorité, de liberté et de travail était la solution pour redonner à notre pays la force et la prospérité qu'il mérite et aux Françaises et aux Français une vie meilleure. J'ai dû batailler sur 2 fronts, contre le camp du président sortant et contre celui des extrêmes, alliés en la circonstance pour diviser et battre la droite républicaine. Malgré la passion qui m'anime, malgré la qualité de notre projet, je n'ai pas réussi, dans cette campagne atrophiée et en l'absence de vrais débats, à me délivrer de cet étau et à vous convaincre. Ce soir, le réflexe du vote utile a joué à plein et le peuple de France a voté. Et son verdict s'impose à nous. Ce résultat est évidemment une déception personnelle et collective. J'assume en responsabilité toute ma part dans cette défaite. À toutes celles et tous ceux qui m'ont fait l'honneur de leur vote, dans l'Hexagone, Outre-mer et à l'étranger, je veux leur dire ma reconnaissance et que leur soutien est à jamais gravé dans mon cœur. Je veux également remercier l'équipe exceptionnelle de fidélité et d'engagement qui s'est démultipliée partout sur le territoire pour porter haut nos convictions et nos couleurs. Je reste persuadée que notre projet courageux et réformateur est le bon pour la France et pour nos compatriotes. Après un quinquennat de crise, d'immobilisme et de louvoiement, il faut remettre de l'ordre dans le pays. Et il y a tant à reconstruire. Voilà pourquoi la droite et le centre, solidement enracinés dans les territoires, ne doivent rien lâcher. Ne pas se diviser, ne pas renoncer à leurs valeurs et mener avec détermination le combat des législatives qui s'annoncent. Le second tour de l'élection présidentielle opposera donc à nouveau Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Ce soir, je suis profondément inquiète pour l'avenir de notre pays, alors que l'extrême droite n'a jamais été aussi près de l'emporter. En épargnant au premier tour les extrêmes et en esquivant le débat démocratique, Emmanuel Macron a joué avec le feu et fait prendre un énorme risque à la France. Nous pourrions tous en payer le prix. Vous le savez, j'ai construit mon engagement politique contre les extrêmes de droite comme de gauche. Je les ai toujours combattus avec force et constance. Car je crois, comme Jacques Chirac, que tout dans l'âme de la France dit non à l'extrémisme. Le projet de Marine Le Pen conduirait le pays à la discorde, à l'impuissance et à la faillite. Sa proximité historique avec Vladimir Poutine la discrédite pour défendre les intérêts de notre pays dans les temps tragiques que nous vivons. Son élection conduirait à l'effacement de la France sur les scènes européennes et internationales. Ainsi, et malgré les profondes divergences que j'ai martelées tout au long de la campagne, je voterai en conscience Emmanuel Macron pour empêcher l'arrivée au pouvoir de Marine Le Pen et le chaos qui en résulterait. Florent Gougou, on vient d'entendre la déclaration de Valérie Pécresse. À l'inverse de celle de Ciotti. Voilà, très clair à voter pour Macron, voilà, donc à la différence d'Éric Ciotti, son candidat, son concurrent de la primaire LR. Oui, qui était donc dans son équipe de campagne. Le résultat, ça prouve. Donc à l'intérieur du parti, manifestement, il n'y a pas de ligne claire que sur la manière de gérer la relation au Rassemblement national. Et il y a des options qui sont divergentes. Après, pour l'instant, encore une fois, il n'y en a pas un qui a appelé à voter pour Marine Le Pen, enfin qui a dit nommément qu'il allait voter pour Marine Le Pen. Donc on voit encore que ce qui résiste, c'est plutôt de ce côté-là. Mais au fond, il n'y a pas spécialement de surprise là-dessus. Y compris là, tout à l'heure, on discutait de ce tournant pendant le quinquennat. Nicolas Sarkozy, à ce moment-là, Alain Juppé, par exemple, n'avait jamais de difficulté à appeler à voter contre le Front National et à voter pour les candidats de gauche. Donc, en fait, dans ce parti-là, a toujours existé, a existé plutôt depuis une dizaine d'années, ces deux options qui sont sur la table. Ou jamais on va voter pour la droite radicale, mais parfois on peut avoir une consigne de ne pas voter pour l'autre
candidat. Je donne la parole à Nona Mayer après, mais enfin, il y a quand même un risque là, vu les scores de Valérie Pécresse actuellement, on n'est même pas sûr que les Républicains seront remboursés de leur campagne électorale. Là. Oui. On est là. Absolument, en fait, on en est absolument là, et donc qui n'était encore pas le cas du PS en 2007, puisqu'ils étaient encore au-delà des 5%. Résultat, il faudra regarder combien Valérie Pécresse a engagé de sous pour le parti, pour savoir dans quelle mesure ça peut le mettre en difficulté ou plus que cela. Sachant qu'il peut toujours, LR peut toujours, lui, de son côté, bénéficier d'un très large réseau d'élus locaux qu'il a encore et qui fait que la survie du parti en tant n'est pas menacée, parce qu'il y a aussi beaucoup de sous qui arrivent par ailleurs, mais pour autant ça fait des coups sévères en fait qui sont portés sur les appareils partisans, leur capacité à avoir des salariés, donc des permanents qui produisent du travail aussi à l'intérieur des partis. Ça fait... Nona Mayer, sur la déclaration de Valérie Pécresse, je vous ai vu noter beaucoup de choses. Non, je me souvenais, bon, c'est pas facile de faire face à un chiffre pareil. Je trouve qu'elle y fait face avec beaucoup de courage et beaucoup de dignité. Donc c'est déjà quelque chose. Mais j'ai quelque chose quand même qui me reste en travers de la gorge, c'est qu'elle accuse Macron d'être responsable de tout ce qui est en train d'arriver aujourd'hui. Mais je pense que la droite des Républicains a sa part de responsabilité, parce qu'à partir du moment où il y a eu l'apparition d'Éric Zemmour dans le débat politique, tout le monde s'est mis à courir derrière. C'est quand même Valérie Pécresse qui a utilisé dans un meeting l'expression de français de papier. C'est Valérie Pécresse qui a utilisé l'expression de grand remplacement. On a assisté à une course de tous les candidats à droite, c'est à qui aurait les mesures les plus strictes et les plus fermes à l'égard de l'immigration. Donc je pense que les Républicains ont leur part de responsabilité dans le contexte politique que nous vivons aujourd'hui. Français de papier, marqueur de l'extrême droite, expression qui est marqueur de l'extrême droite, grand remplacement, marqueur de l'extrême droite identitaire, qui, on le répète, a été revendiqué par notamment le terroriste de Christchurch en Nouvelle-Zélande. Absolument. Et français de papier, ça veut dire que vous êtes naturalisé, vous n'êtes pas un vrai Français. Et grand remplacement, ça veut dire que vous avez une vision complotiste de l'histoire, avec les élites qui conspirent pour et faire venir une immigration d'Afrique du Nord, musulmane, pour submerger les vrais Français. Alors que dans le même temps, Marine Le Pen, à la fin de sa campagne, a annoncé que finalement, elle était d'accord pour renoncer à l'interdiction de la binationalité. Oui, absolument. Et elle n'a pas utilisé, elle utilise indirectement l'expression de grand remplacement. Mais elle ne l'utilise pas. Simplement, la réforme constitutionnelle qu'elle propose revient un tout petit peu au même, parce que j'essaie de retrouver les termes qui étaient très beaux. Empêcher l'immigration de modifier la composition et l'identité du peuple français. C'est la même chose, exprimée de façon politique. Elle le dit autrement. Elle décrit ce que produirait un grand remplacement. On peut écouter donc Alexis Corbière de la campagne de Jean-Luc Mélenchon. Non, mais on va pas commencer comme ça, si vous permettez, parce que d'abord, vous avez le droit de me poser la question, mais il faut comprendre ce qui est en train d'avoir lieu. Il y a 3 grandes forces dans le pays. Je regrette qu'on soit 3e. J'ai un sentiment ambivalent. D'abord, c'est pas passé loin, et on avait raison de dire que c'était atteignable. Et je remercie vraiment, on va faire le compte de millions de gens, tous ces jeunes, ces milieux populaires, ces gens venus de l'écologie, etc. Enfin, je veux dire, il y a eu une convergence. Je sais que ça n'est pas que le score de l'Union populaire, si je puis dire, même si c'était la stratégie de l'Union populaire. Je les salue, ils se reconnaîtront tous, et on est comptable de ça. Et ça va rester, c'est important, parce que le pays doit entendre... À chaque fois, vous êtes à un cheveu, à 600 000 voix. Oui, non, mais on verra. Mais comprenons-le, c'est-à-dire que c'est pas le moment, on discutera politique, mais le second tour était atteignable. Quand nous disions ça n'était pas une stratégie, il y avait un vote de conviction. Mais moi, je propose qu'on se projette là. Mais d'abord, il faut comprendre la situation. Donc, je veux remercier tous ces gens et leur dire qu'il faut rester rassemblés. Parce que c'est important et nous en aurons besoin. Voilà où j'en suis à ce stade. Certains, sont à une étape d'après, puisque à l'instant, Marion Maréchal et Éric Zemmour appellent à voter Marine Le Pen pour le second tour. Ils sont déjà dans ce second tour. Pour ce qui est, des choses, vous savez, on a déjà vu ce second tour. Je le dis clairement, pas une voix pour le Rassemblement national. Mais nous allons organiser une consultation qui aura lieu, comme la dernière fois, pour voir comment les 320 000 personnes qui nous ont soutenus voient les choses. C'est clair que pour nous, l'extrême droite, parce qu'elle porte, n'est pas une option, mais c'est clair que nous sommes aussi face à une difficulté avec le programme d'Emmanuel Macron. Quelque part, on va voir comment, là aussi, il reste l'abstention entre les deux, uns et les autres s'adressent. Il y aura peut-être des gens qui feront ce choix. On peut le comprendre, indiscutablement. La question à l'heure actuelle, c'est d'être rassemblés. Je vous avais entendu cette consultation que nous allons faire pour que les choses soient exprimées. Mais il n'y a pas d'ambiguïté non plus de notre point de vue. Nous sommes une force opposée
aux idées de l'extrême droite, qui non seulement apporte un programme qui n'est pas un programme de progrès social, mais en plus qui est raciste, ce qui pose quand même toute une série de problèmes parce qu'il fracture le pays. Et ben, la déclat de Roussel, on prend l'apéro. Et oui, toujours, c'est toujours l'heure pour Fabien Roussel de prendre l'apéro. Quels que soient les problèmes, finalement, c'est la solution. Fabien, 2 mots sur la déclaration d'Alexis Corbière. Pas une voix pour Marine Le Pen. On fera une consultation comme en 2017. Non, mais en fait, depuis le début de cette soirée, les mots qui reviennent tout le temps, c'est confirmation, continuité sur beaucoup d'aspects. Bon, là, c'est le cas, en fait. C'est que déjà, alors ce qui avait déjà choqué certaines personnes, qui avait déjà créé des controverses il y a 5 ans, c'est qu'il ne veut pas, par rapport à l'électorat qui est le sien, et dont il sait aussi qu'il y a une bonne part des gens, des secteurs importants qui vont avoir du mal à faire le geste d'aller voter Emmanuel Macron, ou qui ne le feront pas, tout simplement. Il veut éviter de les brusquer, et donc en fait il s'en tient à la ligne minimale, si j'ose dire, qui est de dire évidemment notre histoire nous différencie de l'extrême droite, donc pour nous pas de voix pour eux, mais aucune consigne explicite pour voter pour le chef de l'État, et là encore une fois c'est ce qui avait lieu il y a 5 ans. Anne-Cécile Douillet, quand même quelques mots là-dessus. Maintenant s'ouvre cette phase du second tour. On l'a vu, Jean-Luc Mélenchon qui sait que son électorat est divers. On sait aussi qu'il y a beaucoup de gens qui, dans un second tour, Macron-Le Pen, ne sont peut-être pas incités à voter, notamment des gens de gauche, parce qu'on l'a vu déjà en 2017. En fait, on le sait déjà. Donc là-dessus, est-ce que vous croyez, est-ce que vous pensez que Emmanuel Macron est en mesure de donner des signaux, et même s'il donne des signaux, si ce sont des choses qui derrière seront suivies des faits? On a bien vu qu'en 2017, ça n'a pas été le cas. C'est effectivement difficile parce que d'autant plus que la polarisation de la campagne sur l'extrême droite a aussi eu des effets sur certaines propositions d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire que il a quand même aussi proposé la suppression de certains recours en matière d'asile, qui était une proposition qui avait d'abord été faite par Valérie Pécresse. Donc avec cette idée, refus d'asile égale obligation de quitter le territoire français. Et puis il y a quand même eu la loi séparatisme, etc. Donc c'est quand même pas anodin, je pense, et que ça peut d'autant plus rebuter, me semble-t-il, un certain nombre d'électeurs et d'électrices de Jean-Luc Mélenchon de voter pour Emmanuel Macron, parce que de fait il y a quand même eu une mise à l'agenda de ces enjeux-là par Emmanuel Macron pendant son mandat et pendant la campagne, quoi. Ce qui pour le coup était une différence par rapport à 2017, où il a adopté ce fameux... À l'époque, il avait au contraire une attitude beaucoup plus ouverte. Il vantait l'ouverture et l'humanisme d'Angela Merkel. Enfin, il avait sur ces questions-là, il avait fait des déclarations reconnaissant les crimes de la colonisation. Enfin, sur ces enjeux plus liés effectivement à l'immigration, à l'islam, il avait des positions beaucoup plus ouvertes que celles que ses gouvernements ont tenues ces 5 dernières années, et certaines de ses prises de position pendant la campagne, quoi. On peut entendre la déclaration de Marine Le Pen, et on en parle juste après. Mes chers compatriotes, Français de métropole, Français d'outre-mer et Français du monde, le peuple français s'est exprimé et me fait l'honneur d'être qualifié au second tour face au président sortant. Qu'il me soit permis d'exprimer aux millions d'électeurs qui m'ont témoigné leur confiance ma plus sincère gratitude. J'en mesure avec humilité toute la responsabilité. J'y vois l'espoir que se lèvent les forces de redressement du pays. Lors de ce premier tour, les Français ont manifestement tenu à arbitrer par le pays un choix fondamental entre 2 visions opposées de l'avenir, soit la division, l'injustice et le désordre imposés par Emmanuel Macron au profit de quelques-uns, soit le rassemblement des Français autour de la justice sociale et de la protection garantie par un cadre fraternel autour de l'idée millénaire de nation et de peuple. Tous ceux qui aujourd'hui n'ont pas voté pour Emmanuel Macron ont bien sûr vocation à rejoindre ce rassemblement. Je me félicite que ce débat si essentiel, que je souhaite loyal et respectueux, puisse durant ces 15 jours se dérouler pour que le peuple français, le peuple souverain,
soit en mesure de l'arbitrer par son vote le 24 avril prochain. Dans cette campagne, j'ai décidé d'être libre des attaches partisanes pour être au service de tous et de m'adresser directement à vous. Je continuerai à le faire pour être, si vous le décidez, au lendemain du second tour, sans exclusive aucune, la présidente de tous les Français. Et le dessin de Thibault Soultier pour ponctuer cette prise de parole de Marine Le Pen, finaliste pour le second tour de 2022. Un sourire qui ne lui dit rien, qui vaille. Marine Le Pen fait un appel à tous ceux qui ne voudront pas voter pour Emmanuel Macron. Elle se tourne plutôt vers la droite ou finalement vers les électeurs de gauche ? Ou tous à la fois. Tout le monde. Ça a toujours été sa position. C'est là d'ailleurs qu'elle est différente de Marion Maréchal, c'est-à-dire et de Éric Zemmour, qui eux disent la droite, toute la droite, rien que la droite. Elle, son mot d'ordre, ça a toujours été ni droite ni gauche. Donc d'aller au-delà de ces clivages. Donc il n'y a rien d'inattendu dans son discours, et on peut toujours lui redire la même chose quand elle parle de rassemblement, de fraternité, de justice sociale. Oui, mais pas pour tout le monde. Donc c'est la préférence nationale qui est au cœur. Mais là, elle prend un ton calme. Elle a tiré les leçons de son débat raté du deuxième tour. Donc elle se met dans une posture présidentielle qui est celle de rassembleuse. Il faudra voir ce qui se passe entre les deux tours. Justement, dans un entretien que vous nous aviez accordé, donc là, il y a quelques jours à Mediapart, vous disiez que il fallait être vigilant, que rien n'était impossible. Ouais. Elle est à nouveau qualifiée pour le second tour. C'est donc la deuxième fois qu'elle l'est. C'est la troisième fois que l'extrême droite l'est depuis 20 ans. Quel est selon vous, avec les réserves de voix et les calculs qu'on peut faire, le risque est-il réel ? Je vais redire ce que j'ai toujours dit, c'est-à-dire c'est très improbable. Mais rien n'est impossible. Tellement il y a une lassitude dans le corps électoral, tellement il y a des tentations d'abstention, même si on considère que Marine Le Pen, ce n'est pas du tout la candidate que je voudrais. Je dis, il va falloir remobiliser. Et les campagnes, très souvent, l'électeur ou l'électrice, ils ont une idée en tête. Mais la campagne, elle les mobilise. Elle fait passer une préférence en bulletin de vote. Donc là, il va vraiment falloir mobiliser son camp. Est-ce que c'est bien parti, comme Christophe Castaner, ancien ministre de l'Intérieur et chef de file des députés LREM, dit il y a une vraie dynamique en la faveur de Emmanuel Macron, mais rien n'est fait. Les Français doivent choisir qui ils veulent comme chef des armées. Là, je suis assez... c'est intéressant. C'est une vision peut-être... C'est vrai que nous avons ce conflit en Ukraine, mais je trouve ça... Est-ce que ce n'est pas un lapsus ? Ou peut-être justement il veut faire référence, enfin c'est une manière de remobiliser autour de Macron pour rappeler qu'il a déjà connu lui cette situation en tant que chef d'État. Enfin voilà, c'est un peu réducteur peut-être comme fonction de chef de l'État. Certes, mais je suis pas sûre que ce soit un lapsus en tout cas. Non, c'était ironique. La présence de Marine Le Pen au second tour, y compris même si elle ne gagnait pas cette élection présidentielle, mais si son score continue d'augmenter, quel effet ça aura sur le débat public ? Ça continue à avoir un effet sur le débat public, sur la droitisation de ce débat public ? Oui, ça veut dire qu'il y a une dynamique, ça veut dire qu'il y a une minorité, mais une minorité non négligeable d'électeurs et d'électrices qui sont sur cette ligne. Ça veut dire aussi que ce discours qui est à la fois anti-immigré et populiste a de beaux jours devant lui. Donc c'est cela que ça veut dire. Florent Goudy. Oui, d'abord, pour remettre les choses en perspective, c'est le plus haut niveau du RN à l'élection présidentielle. Donc jamais, c'est 24% qui sont confirmés. Ouais. C'est le meilleur score de Marine Le Pen. C'était Marine Le Pen, et c'était la dernière fois en 2017 et c'était 21%. Et maintenant, si on compte l'ensemble de cette droite radicale en y adjoignant au minimum Éric Zemmour, on est probablement au-delà de 30%. Donc là, on a affaire à un saut. Et peut-être qu'en termes de voix, on passe un seuil. Là aussi, il faudra voir. Je ne sais pas encore vu l'abstention. Après, moi, je suis très méfiant sur la question des voix, parce que le corps des voix, il y a de plus en plus d'électeurs en France, parce que juste on est une plus grande population. Donc les comparaisons en nombre de voix, je suis parfois un peu méfiant. En proportion des inscrits, quand même. C'est là que ça sera intéressant.
Mais les inscrits augmentent aussi en fait, dans le temps. Ouais, et donc, en pourcentage, c'est net. Il y a ce premier saut, et de fait, à aucune autre élection, jusque-là, ce bloc, enfin ce pôle de droite radicale n'avait obtenu autant de suffrages. Le précédent record, c'était aux élections régionales de 2015, dans le contexte post-attentat, et c'était 28,5%. Donc on a affaire là à une droite radicale qui a un niveau qui est très élevé. Une partie de l'histoire du début de la campagne, avec la percée au minimum qui était mesurée par les enquêtes d'opinion et les débats qu'il y avait au sein de cette famille politique-là, c'était l'incapacité de Marine Le Pen à gagner le second tour de la présidentielle. Et c'est ça le sens de la candidature de Zemmour. C'est en disant, en fait, elle n'est pas capable, elle l'a montré en 2017, donc il nous faut une autre offre politique. Je ne suis pas certain que ce soit réglé, cette question-là, pour l'instant. Elle reste toujours sur la table. Et de ce point de vue-là, elle va jouer gros lors du débat de l'entre-deux tours, si jamais il y a effectivement débat d'entre-deux tours, et on verra s'il a lieu ou pas, entre Emmanuel Macron et elle-même, avec comme objectif pour Marine Le Pen de ne pas paraître comme étant une personne peu crédible pour gouverner. Elle n'arrête pas de dire j'ai travaillé. En fait, et de fait, elle aura 2h30 pour le montrer à la télévision devant tous les Français et toutes les Françaises pour prouver sa crédibilité à pouvoir gouverner. Et les résultats du second tour, après, nous diront également jusqu'à quel point son niveau électoral, elle arrive à rattraper une partie de l'écart qui est resté considérable en 2007. C'était quasiment 30 points d'écart au second tour. Là, évidemment, on peut se qualifier au second tour, ça rapproche de la victoire. Si on n'est pas au second tour, on ne peut pas gagner. On sait déjà que Jean-Luc Mélenchon ne sera pas président de la République. Mais en revanche, quand on est au second tour, il faut après aller jusqu'à 50%. Et pour l'instant, la droite radicale, elle n'est encore pas à ce genre de niveau sur l'ensemble du territoire français. On passe par petit coucou à Thibaut Soulcier qui a fini un dessin. Coucou, de plus. Oui. Bon alors tu préfères voter Kinder Surprise avec de la salmonellose ou pizza Buitoni la peste ou le choléra, c'est ça que tu veux dire. Voilà. Joli. Effectivement. Léona Maillard, peut-être un mot sur le climat de cette campagne présidentielle. Finalement, Florent Gougou en parlait. On nous a décrit pendant des mois, et je suis content, on est tous contents ici collectivement de ne pas y avoir participé à Mediapart, une sorte de surenchère entre Marine Le Pen, excusez-moi, Marine Le Pen et Éric Zemmour, l'émergence d'Éric Zemmour, Marine Le Pen qui se retrouve en difficulté face à l'émergence d'Éric Zemmour, des ralliements de gens qui quittent le RN pour rejoindre Éric Zemmour, l'ascension d'Éric Zemmour dans les sondages, Éric Zemmour chez Hanouna, Éric Zemmour partout, ça a créé finalement une bulle d'attention générale autour des thématiques de l'extrême droite, et on se retrouve ce soir avec ce résultat. Est-ce qu'il y a un lien de cause à effet entre tout ça ? Un lien de cause à effet entre quoi et quoi ? Le fait que pendant des mois, nous avons évolué dans une bulle où on nous a raconté des histoires sur l'extrême droite et une concurrence qu'on nous présentait entre deux candidats, qui est réelle, puisque c'est les deux candidats qui sont sur des divergences politiques. Mais aujourd'hui, ce qu'on dit là ce soir, c'est que, de fait, on a une extrême droite de façon large, forte au premier tour de cette présidentielle. Oui, mais avec une différence entre ces deux candidats. Je veux dire, il faut quand même voir, c'est pas entièrement vous êtes en train de nous dire que c'est une construction médiatique, au fond, l'affrontement entre Zemmour et Marine Le Pen. C'était un peu plus que ça. Il y a eu un moment où il a vraiment fait une montée dans les sondages et où on a vu que ça a changé à partir du moment où il y a eu le doigt d'honneur face à une passante à Marseille, l'agression sauvage des militants de SOS Racisme lors du meeting à Villepinte, le faire semblant de mettre en joue les journalistes. Il y a un moment où il a éclaté en plein vol, mais il y a eu un moment où il incarnait quelque chose, justement ce que disait Florent Gougou tout à l'heure, le ras-le-bol d'une partie de cet électorat d'extrême droite, de faire des scores mirobolants au premier tour et d'être éternellement battu au second. Et là, il sait lui-même, il a perdu. Il y a un moment où on a vu tourner et où tous les sondages qu'on peut prendre avec des pincettes, mais qu'on peut prendre quand même avec des pincettes, on a vu que Marine Le Pen avait gagné en crédibilité. Elle était à 28% de la population qui trouvait qu'elle était capable, elle avait la stature d'une présidente de la République en début de campagne, elle est à 39 maintenant, tandis que lui, il est resté à 20 et il est devenu de plus en plus antipathique, de moins en moins crédible, etc. Donc il s'est passé quelque chose entre les deux. Le résultat final, quand même, c'est qu'on a une extrême droite qui est à un niveau jamais atteint, mais je ne suis pas sûre
qu'ils arrivent, ils sont eux-mêmes divisés, et ce n'est pas du tout sûr. Enfin, la gauche est divisée, la droite est divisée, et l'extrême droite est divisée. Et ce n'est pas du tout sûr, une fois de plus, que Marine Le Pen arrive à convertir cela en voix, et ça sera encore une défaite. Et là, le camp de l'extrême droite va se déchirer. Et il y aura beaucoup de règlements de compte. Nona Mayer, on va vous libérer. C'est une prison agréable. Pour quand vous voulez. Merci d'avoir été avec nous. Florent Gougou, il est là, pardon. Vous restez avec nous. Fabien, tu restes aussi. Et Anne-Cécile Douillet aussi. On vous libère. Ouais, moi j'ai une petite question quand même. Une petite question. On dit au revoir à Nona Mayer. On va parler des losers. Infiniment, Nona. Anne-Cécile Douillet, on a beaucoup lu, notamment dans les articles de Mediapart, parce que du côté de proches d'Emmanuel Macron, la peur, c'était la baladurisation d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire, on court le risque d'un candidat qui finalement s'endort, alors là, visiblement, on n'est pas à ce résultat au premier tour, et j'imagine qu'il va maintenant porter le fer contre Marine Le Pen. Mais la baladurisation, c'est aussi l'idée d'un candidat un peu déconnecté, hors sol. C'est quand même beaucoup ce qu'on a vu en 5 ans, et ces histoires McKinsey récemment ont quand même montré qu'y compris dans la réaction, il y avait une difficulté à comprendre pourquoi ça choquait, pourquoi c'était symboliquement important. Est-ce que ça, c'est pas un des défis principaux face auxquels Emmanuel Macron est confronté, encore une fois, comme en 2017? C'est-à-dire que, sauf que maintenant, il y a 5 ans de bilan derrière. Oui, 5 ans de bilan et 5 ans d'exercice du pouvoir, de fait, d'une manière très jupitérienne, pour reprendre son propre terme, vertical. C'est-à-dire que, effectivement, très peu d'ancrage local, voilà, alors ça a changé en cours de mandat, mais au départ, quand même, une réelle distance vis-à-vis, y compris des élus locaux, voilà, une implantation partisane qui est aussi quand même très évanescente, avec une difficulté à construire des soutiens localement, etc. Donc oui, il y a ce risque, mais pour autant, voilà, malgré tout, affrontant Marine Le Pen au 2e tour, je ne suis pas sûre que ce soit maintenant que ce risque existe, quoi. Eh bien, merci beaucoup, Anne-Cécile Douillet. On vous libère aussi. Il est 20h59.